Pour répondre à Aude, tu me demandais qu'on parle d'influence, manipulation, emprise. Je vais donc commencer par les jeux d'influence. Et puis ça, c'est donc un peu moins, comment dire, franc et un peu moins visible que les jeux de pouvoir. Les jeux d'influence, c'est tout ce qui est les biais cognitifs. Comment est-ce que sans le savoir, sans le remarquer, on se fait attraper par des mécanismes cognitifs qui nous font faire des choses à notre insu ou qui nous influencent d'une façon à ce qu'on on prenne des décisions. On croit qu'on les prend de notre libre arbitre, que c'est tout à fait OK, que c'est assumé, mais en réalité, on a été préparé et ça s'est fait à notre insu. Voilà. Et donc, il y a eu des recherches qui ont été faites là-dessus pour déterminer comment ça fonctionne. Alors, il y en a, je crois, il y en a 250 et quelques. Enfin, il y en a vraiment un paquet des biais cognitifs. Vraiment, c'est énorme. Mais je vais parler ici de quelques-uns qu'on voit assez souvent et qui peuvent justement dans les rapports humains et dans les relations, comment est-ce qu'on peut se faire influencer par ça. Par exemple, l'engagement, les biais d'engagement. Si quelqu'un, je vous donne un exemple qui n'est pas directement dans la relation, mais qui est par exemple une association vous demande est-ce que vous pouvez distribuer quelques flyers dans les boîtes aux lettres de votre quartier? Donc voilà, 2-3 immeubles, on va mettre les flyers dans les boîtes aux lettres. Ça ne demande pas beaucoup d'engagement et d'implication. Mais le fait qu'on le fasse, on est engagé pour eux. Pour un tout petit truc, mais on est engagé. Et après, si une semaine après, ils viennent et ils disent « Est-ce que vous êtes d'accord de donner de l'argent pour cette association ?» Il y a des 80% de chances, je ne sais plus exactement les chiffres exacts, mais il y a vraiment des grandes probabilités qu'on donne de l'argent à ce moment-là. Alors qu'on n'aurait jamais donné de l'argent si on n'avait pas eu ce premier engagement. Donc c'est une histoire où notre cerveau, il n'aime pas qu'on ne soit pas cohérent. Donc si on a déjà rendu un service, on s'est déjà impliqué pour eux. Donc c'est une cause qui nous tient à cœur puisqu'on s'est déjà un peu impliqué et donc on aura plus tendance à continuer là-dedans. Ils ont montré aussi, par exemple, si on parle avec quelqu'un sur la plage et on discute, la personne comprend qu'on est seul ici à la plage, on discute un moment, voilà, c'est un moment très sympathique. On part se baigner, un voleur arrive et vole nos affaires. Les gens, je sais plus, il y a un tiers des gens qui vont réagir, les 2 tiers vont pas réagir. Que moi je trouvais hallucinant, mais en réalité c'est vraiment ça. Si la personne dit, est-ce que vous êtes d'accord de garder mes affaires pendant que je vais me baigner? Les gens ils disent oui. Le oui, il ne demande pas grand-chose, c'est tout fin, mais c'est un engagement. Ils auront beaucoup plus tendance à donner après. Et je vous donne par exemple un autre exemple qui m'est arrivé à midi. Je suis allé au supermarché pour chercher quelque chose à manger. Et en arrivant devant le supermarché, il y a un mendiant et il me dit « Vous êtes d'accord de me donner quelque chose ?» Et moi, ouais, enfin, c'était tellement simple de dire ce petit oui. Sauf qu'après, j'étais dans le supermarché et je me suis dit « Ah, il faut que je fasse de la monnaie pour lui donner quelque chose. » Et puis, j'ai senti que j'étais engagé par ce petit oui. Et voilà, donc c'est intéressant d'en avoir conscience que c'est facile d'avoir un petit oui pour que les gens agissent après, voilà, par rapport à ce qu'on souhaite. Ça, c'est un exemple de l'engagement. Vous en voulez d'autres ou bien vous voulez réagir déjà? Ouais. Ouais, moi je trouve super intéressant parce qu'effectivement c'est d'avoir de la lumière sur ces petits schémas tout bêtes mais qui effectivement nous emmènent naturellement à être influencés. Mais quand on est conscient, on se dit bah oui, ah oui, j'ai dit oui mais je vais le faire et ça me fait plaisir, c'est ok. Mais quand on n'en a pas conscience, effectivement on peut subir tout ça et c'est important. Donc si tu as d'autres exemples, moi je trouve que ça donne vraiment beaucoup de clarté, puis d'autres biais aussi, même si on va pas faire les 250 j'imagine. Non, c'est ça. Tu parlais des coûts irrécupérables notamment. Oui, c'était celui-là que je voulais dire. Ouais, exactement. Ils ont remarqué que quand on a engagé de l'énergie pour quelque chose, on a déjà investi, on s'est engagé déjà en réalité, on a déjà mis de l'énergie. C'est plus dur de revenir en arrière une fois qu'on a commencé. Et on l'a vu, si par exemple, ils ont regardé si par exemple on réserve un week-end à la montagne. On se dit on va partir en week-end, on paye je sais pas 300 balles, 300 € pour le week-end, on se réjouit. Mais arrivé quelques jours avant le week-end, on voit qu'il va faire très mauvais temps, des grosses pluies, que ça va être impossible. Donc vraiment, ça va pas être agréable. Il y a rien à faire là-haut à part si on n'est pas dehors, on fait rien. Et bon, alors du coup, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste
en ville avec des copains qui font des fêtes et tout ça, ou est-ce qu'on a payé donc on y va? Et quand on a payé, il y a un truc qui nous tend à nous dire, ben vas-y, tu vas pas perdre cet argent puisque tu as payé. Alors qu'en réalité, l'argent il a déjà été payé, il a déjà été investi, c'est fait. Donc maintenant, c'est qu'est-ce que j'ai envie de vivre? De quoi j'aimerais profiter? Donc le biais, ce serait de dire, bah comme j'ai payé, j'y vais. Mais en réalité, la bonne question à se poser, c'est de quoi est-ce que j'ai le plus envie aujourd'hui et maintenant, quoi. Et voilà. Et donc ces biais du coût irrécupérable, on l'a vu avec des projets des fois qui coûtaient énormément d'argent. Et puis en cours de projet, les gens avaient déjà investi plusieurs millions et ils se disaient mais ça va pas marcher, c'est mal barré, on va pas réussir ce projet et ça va falloir encore investir beaucoup, on n'est pas sûr que ça fonctionne. Ce qui est logique, c'est de dire on arrête. Ma foi, tant pis, on a perdu X millions. Mais non, souvent, puisqu'on a déjà investi, on a tendance à vouloir continuer. Et il y a une espèce d'aveuglement sur le fait qu'en réalité, ça va pas fonctionner, quoi. Donc, si on reprend un exemple, par exemple, courant, c'est ce qu'on voit à la guerre aujourd'hui avec Donald Trump, et puis le fait qu'il a investi déjà pas mal de millions, voire peut-être des milliards, je sais pas combien c'était, mais en tout cas énormément d'argent pour une guerre, avec très peu de résultats. C'est difficile de quitter cette guerre sans résultat et dire bah voilà j'ai perdu je sais pas combien de centaines de millions de francs sans résultat, c'est pas acceptable. Donc il va continuer. Le seul moyen ce serait que quelqu'un d'autre prenne le gouvernement et dise on arrête cette guerre, c'est un puits sans fond. Et c'est ce qui s'est passé avec la guerre du Vietnam. C'est finalement quand il y a eu un changement de présidence qu'ils ont finalement arrêté cette guerre parce que c'était un puits sans fond, quoi. Donc voilà, cette histoire et puis après, si on transpose ça aux relations, je suis dans une relation de couple, j'ai investi beaucoup de temps, beaucoup d'amour, beaucoup d'énergie, on habite ensemble, on a la maison, on a tous ces amis communs. Eh ben non, je veux pas lâcher l'autre parce qu'il y a tout ça. J'ai déjà tellement investi, hein. Et en fait, ça devrait pas être le critère. C'est je suis plus bien, je suis pas heureux dans cette situation heureuse. Donc à un moment, qu'est-ce qui est le plus juste pour moi? Mais cette histoire des coûts irrécupérables, j'ai tellement investi que j'ai pas envie de lâcher ce moment-là. Ça c'est un des biais aussi qui est intéressant à en avoir conscience. Et en plus, ça nous enferme parce que plus on continue, plus on investit de l'énergie, plus ça a un coût et moins on a envie de quitter. Et il faut vraiment des sacrées grosses ruptures pour pouvoir sortir de ça, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, il faut que ça devienne insupportable pour qu'à un moment on dise bon bah tant pis, je lâche, quoi. Mais le problème, c'est que des fois, au lieu de se quitter quand on va encore assez bien, puis qu'on n'est pas trop en colère, et puis qu'on est bien, on attend, on souffre, puis à un moment, ben voilà, c'est l'évidence, il faut arrêter. Alors que ça aurait été beaucoup plus léger pour tout le monde d'arrêter avant. Mais on n'avait pas encore cette capacité finalement à décider, quoi. Ouais. Ça me fait penser à tes clients aussi, Aude. Est-ce qu'il y a des moments en relation ou autre que les personnes attendent que ça devienne vraiment insupportable pour sortir de la relation toxique, de la relation avec le jeu d'emprise? Et du coup, peut-être que Yann, tu pourras répondre à ça. Est-ce que dans la relation, alors là, si on prend vraiment plus l'angle amoureux, on fait en sorte que ça devienne de plus en plus un coup à quitter la relation, qu'on manipule l'autre pour que ça soit plus en plus difficile pour elle de sortir de la relation? Par des biais financiers, par des biais de manipulation, de domination, etc. Par rapport à ma clientèle, ce que je remarque, c'est que, bon, de toute façon, quand on rentre dans une démarche thérapeutique avec un thérapeute, qu'on fait de la régulation nerveuse, travaille sur les traumas, etc., les psychotraumas, c'est qu'on a déjà fait un chemin et qu'on a vraiment pris conscience qu'il y a vraiment des choses là où même la thérapie verbale ne peut pas aller. Hein, donc il faut travailler à un autre niveau. C'est aussi souvent des personnes qui viennent avec des symptômes ou des circonstances de vie où il y a déjà eu la bombe a déjà explosé. Hein. On est déjà rentré dans le mur où il y a une crise existentielle importante, où il y a des symptômes qui sont tellement aigus, parfois que même les médecins laissent tomber et ne savent plus quoi faire. Donc c'est souvent parce que oui, on ne sait plus quoi faire d'autre. Voilà. Et c'est là que la régulation nerveuse détient vraiment des clés, parce qu'on travaille vraiment avec le cerveau profond, hein, donc qui n'est pas du tout régi par le contrôle cognitif. Hein. Vraiment, on touche à des couches beaucoup plus profondes. Ce qui le rend justement efficace. Voilà.
Julien, tu peux juste répéter la question pour Yann. Si tu peux juste répondre justement à la question de est-ce que on va sur ce biais du coût irrécupérable quand on est dans le jeu de pouvoir, accentuer ça pour que la personne ne parte pas. Complètement. C'est-à-dire que tout est bon pour rendre l'autre captif et rendre l'autre sous emprise. Donc évidemment, on va dévaloriser l'autre au point qu'il n'ait plus aucune confiance en lui. Il a l'impression qu'il ne pourra pas faire sa vie sans l'autre. Il est peut-être captif financièrement, etc., etc. Évidemment, on va rendre l'autre complètement dépendant autant que possible. Donc ça, c'est très toxique comme posture. Ouais. Faut se méfier quand quelqu'un dit non, mais arrête de travailler, c'est moi qui pourvois à tes besoins. Warning, red flag. C'est attention, hein, parce que ça peut être très chou, très beau, mais au début de relation, je le ferai pas, parce que il faut être sûr de comment l'autre fonctionne. Il faut avoir. Ouais. Si c'est après quelques années de vie commune, on connaît bien la personne, il n'y a pas tellement ce problème, mais effectivement, faire attention à cette espèce d'engagement très vite, hein, dans la relation. On tombe amoureux, et puis on sait que quand on est amoureux pendant, c'est quoi, en tout cas la première année, après ça baisse un peu, mais il y a cette espèce des hormones au niveau du cerveau qui vont faire qu'on est dans l'attachement, on voit tout ce qui va bien. Ils disaient ne jamais prendre d'engagement à long terme dans la première année de relation. Et je pense que c'est vraiment un bon conseil, parce que les gens qui se marient après 3 mois ou 6 mois, on connaît pas, on sait pas ce qui va se passer, on n'a pas assez d'expérience pour pouvoir dire ça. Alors bon, des fois ça marche, et puis tant mieux, mais il y a quand même une prise de risque à faire ça. Ouais. J'en donne juste encore un autre, hein, qui est assez courant, c'est ces effets d'ancrage. Par exemple, je vois arriver quelqu'un avec quelqu'un que j'admire beaucoup. Eh bien, cette personne, elle va bénéficier, on peut même appeler ça, c'est l'effet de halo, c'est-à-dire que l'autre va bénéficier du prestige de l'autre personne, par exemple. Et puis, comme je le vois dans ce niveau-là, je le mets dans ma tête que c'est quelqu'un qui doit être super, puisqu'il est avec cette personne. Et ça crée un ancrage, où je vois arriver quelqu'un qui est super bien habillé. Et puis, ça va tout de suite donner une impression. Et ça va perdurer un moment dans notre conscience. Même si l'autre se comporte très mal après, il y a eu cette première impression, c'est un ancrage. Quand on va à Marrakech et puis que les vendeurs nous vendent un t-shirt, ils vont dire 35 €, alors que le t-shirt, il vaut 10 €. Mais cet ancrage à 35 €, ça fait qu'on va dire, on va le baisser jusqu'à 22, 20, mais on leur a encore payé 2 ou 3 fois trop cher. Parce qu'ils font un ancrage extrêmement élevé, puis après, on négocie vers le bas. Puis après, eux, ils sont très forts pour dire, j'étais il n'y a pas si longtemps, alors j'ai encore ces souvenirs, ils disent, tel premier client d'aujourd'hui, ça porte chance. Alors, ils jouent sur le levier de l'empathie, sois empathique envers moi, ça va être... Bon, voilà, donc ça va nous choper. Ils jouent sur le levier de ah, mais ton épouse, alors ils ne savaient pas si j'en avais une ou pas, hein, pour l'occurrence, voilà, mais ils disaient, ton épouse, elle sera tellement contente d'avoir ce joli châle. Donc, sur l'empathie pour ses proches. Ou après, mais pour toi, ça te va tellement bien. Voilà, bref. Donc, en fait, ils sont très doués pour... Puis quand ça marche pas, ils commencent à s'énerver aussi en disant « Non, mais c'est pas correct, j'ai passé du temps avec toi. » Voilà, ça c'est le pire, c'est le dernière tentative. Mais c'est intéressant de voir comme ils passent d'un truc à l'autre pour essayer de nous choper. Et en fait, quelqu'un de manipulateur, il va faire la même chose. Il va essayer un truc, si ça marche pas, il va essayer autre chose. Il va essayer un autre. Puis on peut voir des fois ces mécanismes se dérouler. Moi, j'aime bien parler de séduction, victimisation, culpabilisation, intimidation. Séduction, ah mais t'es tellement sympa, c'est cool, merci, ah ce serait tellement chouette qu'on fasse ça ensemble, voilà. Et puis l'autre va essayer de donner envie parce qu'il est sympa, hein, ou parce que la personne elle est belle, donc on se dit ah ben elle est voilà, ça nous donne un peu envie d'y aller. La deuxième, c'est la victimisation. Moi, j'ai tellement fait pour toi, j'ai tellement donné, et puis je souffre tellement. Enfin, ça, c'est encore un peu, je souffre tellement parce que c'est dur pour moi. Puis toi, tu viens, puis tu me dis ça, mais moi, c'est difficile pour moi. Donc ça donne la victime, ça donne envie d'aller la sauver, l'aider. Hein. Quand ça marche pas, ils vont passer à la culpabilisation. Ouais, mais moi j'ai fait tout ça, tu pourrais quand même faire quelque chose un peu pour faire un peu me rendre service, ou tu pourrais faire quelque chose pour moi.
Là, ça va me culpabiliser. Et puis le dernier, c'est, si ça marche pas, ça va être l'intimidation. T'as meilleur temps de faire ça, sinon tu vas le payer cher. Voilà. Et c'est intéressant, ces 4 leviers, je l'ai souvent vu à l'œuvre. Puis quand on les connaît, puis quelqu'un joue ces jeux, on se dit, ah, séduction, ah, victimisation, ah, culpabilisation. Voilà. Puis tu les coches, mais tu rentres pas dedans, parce que tu les vois. C'est ça, un des mécanismes aussi, c'est d'identifier ce qui se joue, quel levier la personne essaye d'employer pour nous avoir. Quand on les reconnaît, on les voit à l'œuvre, on n'est pas pris avec eux. On se dit, ah tiens, il essaye ça. Ah tiens, il fait ça. Et puis en fait, presque il y a un côté observateur qui est complètement détaché. En tout cas, on n'est pas du tout pris émotionnellement de la même façon quand on les identifie. Et il y a une idée de progression aussi dans la séduction, tu vois, ensuite victimisation, culpabilisation, intimidation. On sent qu'il y a une progression dans la violence, dans le poids de l'autre. Est-ce que du coup ça se fait plus progressivement pour des personnes qui manipulent, ou il y en a qui arrivent direct dans l'intimidation, parce que ça peut être le cas, mais c'est pas les mêmes jeux de pouvoir, du coup c'est moins subtil, c'est plus direct ou plus... Oui, puis ça dépend des gens, ça dépend des circonstances, ça dépend de l'enjeu. Je pense qu'il y a des gens, ils essayent d'en faire quelques-uns, puis il y en a, ils vont tout de suite sur un, puis ils restent plutôt sur un. Ça, il n'y a pas de règle, par contre, là-dessus. Mais c'est intéressant de les connaître pour les déceler. En tout cas, chaque fois que l'autre essaie de me convaincre et que je suis pas convaincu de base, eh ben, on peut se dire que ça commence à être un jeu de pouvoir, en fait. Et c'est ça le critère, quoi. Ouais. Chaque fois que j'ai pas trop envie, mais que l'autre essaie de me convaincre et il finit par y arriver, ça a été un jeu de pouvoir qui a marché, quoi. Pour différencier les jeux d'influence, ces jeux d'influence, ils sont inconscients, ce qu'on disait avant. C'est-à-dire, j'ai pas conscience que l'autre me demande un petit service, je dis oui, puis en fait après je suis engagé, donc je vais le faire. Ça, c'est des jeux de pouvoir, mais qui sont fins et c'est subtil. Et peut-être la personne qui le fait, il réalise pas qu'il fait ça. La manipulation, c'est vraiment, je veux que l'autre fasse ça pour moi. Et puis il y a vraiment un truc très déterminé. Et donc il y a quelque chose qui est beaucoup plus agressif, entre guillemets, parce qu'il y a vraiment des mécanismes à l'œuvre qui vont nous prendre et qu'on n'aura pas trop de liberté. Il va essayer tous les moyens pour nous choper. Et le dernier, c'est l'emprise, c'est quand c'est de la manipulation à haute dose où on perd de plus en plus son libre arbitre, sa liberté de choix, et sa capacité à réagir. Et là, on est complètement soumis et on n'a plus aucune capacité de résistance ou de réaction. Dans la manipulation, je peux jouer le jeu ou je peux ne pas jouer le jeu. Ou je peux jouer le jeu pendant quelques fois, puis après j'en sors parce que je veux plus ça. Ou je fais une action en justice, ou peu importe. Mais après, je suis pas tenu à... Mais dans l'emprise, il y a vraiment... L'autre n'a plus les capacités d'en sortir. Ouais, pour distinguer ces 3 niveaux, on pourrait dire. Et on a aussi, on peut peut-être mentionner aussi le contrôle coercitif, qui est justement l'outil de l'emprise, où un peu l'architecture, la stratégie qui est employée, c'était amené par le sociologue Evan Stark dans les années 2000. Et maintenant, ça s'est beaucoup popularisé parce que on parle beaucoup justement des emprises narcissiques, de l'emprise narcissique. Mais on l'observe aussi beaucoup dans les phénomènes de groupes spirituels à tendance sectaire, etc., où il y a ces leviers de contrôle, tels que justement l'isolement, où on éloigne les personnes des proches, où on discrédite la personne de son entourage pour pouvoir mieux la contrôler, la microsurveillance, les réseaux sociaux avec les téléphones, etc. Le contrôle financier, comme tu l'as mentionné, ça en fait partie aussi. La micro-régulation de qu'est-ce que tu portes, qui tu vas voir, qu'est-ce que tu manges, etc. Aussi, les jeux de culpabilisation permanente, ça fait partie de ces prises de contrôle. Et puis l'alternance, on reviendra là-dessus dans le 3e épisode, mais c'est ces mécanismes d'alternance de récompense et de sanction, qui ont un effet très impactant sur le cerveau en termes d'attachement et de difficulté après à s'en extirper. Mais ça peut être aussi les menaces, implicites comme explicites, l'humiliation, la dévalorisation, le gaslighting ou la dissonance cognitive, etc. Donc
l'emprise, c'est vraiment ce qui va être vécu par la personne, et le contrôle coercitif, c'est vraiment les stratégies de domination, en fin de compte, hein, cette architecture qu'on retrouve dans toutes sortes de milieux, finalement, hein, que le couple, la famille, certaines entreprises avec une culture de la peur très importante. Ça peut être même dans la recherche, à l'université, hein, avec des personnes d'autorité, dans le sport de haut niveau, enfin à l'armée. On parlait aussi de l'armée, mais aussi des milieux hôteliers, par exemple, dans les cuisines, où les gens se parlent vraiment hyper mal. Mais ça fait partie de la culture voilà, des cuisines, justement, très militaires comme ça, très hiérarchisées, sans parler des réseaux de trafic humain. Voilà, et c'est intéressant, si tu mentionnais, Yann, tu te rappelles le MICE, Oui. ces Ouais. techniques de biais également? Oui, ouais, je voulais en toucher un petit mot. C'est vrai que dans les services secrets, par exemple, ou dans toutes ces polices secrètes qui doivent essayer d'obtenir des informations de certaines sources sur le terrain, ils vont utiliser, ils disaient, ces 4 moyens qui sont MICE. La première lettre, c'est M, c'est money. Donc, c'est l'argent. Donc, on va acheter la personne, on va lui donner de l'argent en échange d'une information, ou alors on va l'habituer à recevoir de l'argent, et le jour où il a un certain train de vie, on menace d'arrêter, donc là il finit par donner son information ou faire quelque chose qu'on lui demande de faire. Le MICE, c'est l'idéologie. Ça peut être des gens qui vont trahir leur pays, mais parce qu'ils sont pas en accord avec le gouvernement, avec les valeurs de ce qui se passe. Donc, ils ont des valeurs idéologiques qui font qu'ils vont accepter de transmettre des choses à l'ennemi. Il peut y avoir plein de choses au niveau d'idéologie. Le C, je sais plus comment c'est en anglais, coercion, je sais plus le nom. Ouais, le chantage. Ouais, du coup, on va prendre une photo on va même mettre en scène quelque chose où il y a une prostituée, une escort girl qui vient puis qui va séduire un homme. Ils vont coucher ensemble. Elle s'arrange pour faire des photos, ou il s'arrange pour photographier de la scène. Et puis après, il menace de transmettre ça à son épouse ou sur les réseaux sociaux. Ça, c'est des moyens aussi, le chantage, du coup, de faire ça. Et puis le dernier, c'est l'ego, c'est la reconnaissance. J'ai besoin de reconnaissance, j'ai besoin d'être valorisé. Quelqu'un qui te fait ami, qui est super pote avec nous. Et puis finalement, on est dans tu peux me rendre service, j'aurais vraiment besoin de cette info. Et puis là, ça peut être dans un besoin de reconnaissance. Donc c'est intéressant parce que ces 4 méthodes sont celles qui sont utilisées par les services secrets dans pas mal de pays pour convaincre les gens de faire ce qu'on veut, quoi. Ouais. On voit qu'en fait ces jeux ils sont à l'œuvre depuis des millénaires en réalité dans les sociétés humaines. Ouais, c'est vachement intéressant. Il y a également aussi la même chose dans le milieu spirituel, tu en parlais, Aude, dans cette idée aussi, et du marketing, parce qu'il y a plein de techniques aussi du marketing que j'ai pas mal étudiées, utilisées aussi, puis tu te rends compte effectivement, l'influence, le jeu de pouvoir, ce qui est ok, ce qui est pas ok. Je trouve qu'il y a quelque chose qui a vraiment été, et tant mieux, mis au jour aussi. C'est pas pour rien qu'on en parle aussi aujourd'hui. Je pense qu'il y a plein de choses qui aujourd'hui ne sont plus tues et qui peuvent ressortir et qu'on peut mettre en avant, comme les grands procès qu'on voit un petit peu autour des personnalités, comme des chanteurs un peu à la mode, là, enfin plus à la mode, mais du coup maintenant qui sont dénoncés par rapport à tout ce qui s'est passé pendant des dizaines d'années, quoi. Exactement, et avec tout ce phénomène d'omerta, on voit que c'est à quel point c'est une problématique qui appartient au système, vraiment. C'est tout un système qui a été toléré, maintenu en place, et qui permet tout ça. C'est jamais des actes isolés, tout comme on l'évoquait dans le premier épisode, cette idée que pour pouvoir pour qu'un manipulateur puisse vraiment avoir une influence sur nous et impacter nos décisions, il faut aussi qu'il y ait que ça s'emboîte avec un besoin
chez le récepteur, on pourrait dire, hein, un besoin qui n'est pas rempli, qui est en attente d'être rempli. Hein. Et ça, je trouve que c'est important de le mettre en avant. Il y a une idée à déconstruire, hein, de se dire que tout à coup, il y a quelqu'un qui arrive et puis il a tous les pouvoirs. Non, pas forcément. Dans certains cas, oui, c'est vraiment très complexe. Hein, je dis pas le contraire. Par exemple, je sais pas, quand on fait une carrière dans une entreprise, que voilà, il y a du harcèlement du côté de, je ne sais pas, de la direction, et que les personnes au pouvoir se protègent les unes les autres. Bien sûr qu'il y a des situations extrêmement complexes. On le voit justement avec les affaires dont on entend beaucoup parler dans les médias aujourd'hui, mais dans bien des cas aussi, on voit que ces leviers dont Yann parle, c'est aussi des besoins qui sont instrumentalisés, hein, pour que la personne puisse être soumise au bénéfice du manipulateur ou de la personne qui met son emprise. Il y a souvent justement un besoin, par exemple, d'approbation, de reconnaissance, une peur du conflit ou du rejet, non seulement d'être rejeté soi-même, mais de rejeter l'autre également, hein, de la peur de dire non. Je suis pas d'accord de te donner mon argent, je ne sais pas. C'est pas toujours facile parce qu'il y a souvent aussi chez les profils de personnes hautement empathes des idéaux très élevés, un système de valeurs, hein, qui est très tourné vers la solidarité, l'entraide. Alors c'est pas facile après de pouvoir. Il faut vraiment avoir une acuité pour pouvoir aussi détecter ces personnes qui sont dans ces schémas de manipulation. Il peut y avoir aussi un besoin d'appartenance très fort parfois, hein, qui fait qu'on voit plus clair et qu'on lâche sa vigilance. La suradaptation elle-même, hein, c'est à la fois une stratégie de survie, mais quelque chose qui se retourne contre nous dans ce type de situation parce que on ne voit pas suffisamment que l'autre a déjà franchi nos frontières, hein, puisque ces frontières-là sont pas assez claires. Et puis de nouveau Karpman, cette envie, hein, ces conditionnements de sauveur à vouloir aider, réparer, sauver à tout prix, hein, comme une solution inconsciente à ne pas adresser vraiment ses propres fonctionnements à soi, hein, les problèmes qu'on doit vraiment affronter nous-mêmes, par exemple, hein, il peut y avoir d'autres raisons. Il y a aussi la quête de sens qui est très important aujourd'hui dans nos sociétés, et ce qu'on voit beaucoup justement dans les phénomènes que j'ai étudiés, où beaucoup d'Occidentaux partent en Asie typiquement pour aller rechercher des réponses dans le monde spirituel, hein, d'où justement il y a un troc en fait, hein, de l'ancienne autorité, on pourrait dire l'emprise, le pouvoir, hein, l'abus de pouvoir de l'Église catholique, donc un refus de tout ça, un rejet, mais par contre d'aller se soumettre à l'autorité d'un Rinpoché ou d'un Sayadaw ou d'un gourou indien. Ça, c'est acceptable parce que c'est exotique d'une certaine manière, mais en réalité, c'est un troc. Hein. Il y a souvent des effets ça se répercute, hein, le schéma se répercute. Et puis des fois vraiment cette idéalisation d'une personne ou d'une mission qui nous pousse à nous sacrifier, hein, même corps et âme, en croyant que c'est vraiment ce qui nous appelle en fait. C'est comme ça qu'on se sentira plus accompli. Donc c'est vrai que ce que tu disais, ça peut être parfois tellement complexe, hein, avec différents niveaux de couches, d'éléments, et voilà comment est-ce qu'on trie tout ça, et pour pouvoir en fait avoir une boussole. Yann, est-ce que tu pourrais nous dire, mais ok, par rapport à un manipulateur, comme tu dis, on peut rentrer dans son jeu ou pas quand on voit plus ou moins clair dans son jeu, mais comment on fait quand on n'a pas vu son jeu, et comment est-ce qu'on fait quand en fait il y a même un phénomène d'emprise qui se met en place, et quels sont les signaux d'alerte pour détecter ces choses-là? Ouais, comment faire pour si on voit pas le jeu
de pouvoir à l'œuvre, si on voit pas le mécanisme se passer, comment est-ce qu'on peut se positionner ou on peut réagir, hein. Pour moi, il y a quelque chose qui est hyper intéressant, c'est de voir quels besoins sont pas satisfaits chez moi et quels besoins je nourris chez moi en faisant ça. Donc si par exemple, étant bouddhiste, j'ai vu des groupes qui ont été malheureusement pris dans des dynamiques avec des maîtres qui ont vraiment eu des abus de pouvoir, hein, qui étaient finalement des personnes abusives. Je ne vais pas les nommer autrement. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, ce que je comprenais, c'est que des fois, ces maîtres spirituels, hommes, un peu âgés, correspondent à l'image du père. Peut-être qu'on n'a pas eu ou avec qui ça a été difficile. Donc, on projette sur lui cette relation au père, hein, qu'on a enfin trouvé quelqu'un qui est qu'on idolâtre, qui représente notre père. Il y a le message spirituel qui donne, il y a les enseignements, le sens, l'apprentissage, la spiritualité, tout ça qui va être nourri. Mais par contre, il va se permettre des abus sexuels, de la violence, des abus financiers, des choses comme ça. Et en fait, ce qu'il faut quand même se rappeler, c'est que il faut que ce soit, si c'est trop cher, par exemple, pour un enseignement spirituel, mais qu'à côté de ça, il y a vraiment plein de besoins qui sont nourris, et qu'il y a juste l'aspect financier. On peut se dire encore, c'est pourquoi pas acceptable, parce que c'est un peu cher, mais en même temps, j'ai une bonne relation, ça nourrit des besoins importants d'évolution, de sens, de spiritualité, je retrouve une figure paternelle qui me fait du bien, tout ça c'est ok, hein. Mais si maintenant je souffre, je me sens dévalorisé, je me sens pas reconnu, je me sens pas aimé, je perds l'estime de moi, je paye de l'argent, en plus il y a des abus sexuels, au moment, il faut vérifier où est la juste mesure? Quels sont les besoins satisfaits? Quels sont les besoins insatisfaits? On peut faire une grille de dire c'est quoi les besoins qui me nourrissent et les besoins qui me nourrissent pas dans cette situation. Et s'il y en a trop qui sont pas satisfaits, c'est un signal, c'est un warning. Il faut arrêter, quoi. On va pas trouver l'épanouissement avec le temps dans quelque chose qui est abusif, quoi. Clairement pas. Donc c'est vraiment, il faut quitter ce genre de milieu. Et moi, j'étais resté pendant un temps dans un groupe de méditation qui me convenait pas, où j'avais une relation difficile avec l'enseignant. Donc, je parle un peu d'expérience aussi, hein. Et ce qui a été intéressant, c'est le moment où j'ai fait une constellation familiale et j'ai compris que je rejouais avec lui le conflit qu'il y avait entre mon père et mon grand-père et qu'il y a eu beaucoup de tensions au niveau familial. Et au moment où j'ai compris ça, j'ai compris que je rejouais un conflit qui n'était pas le mien. J'ai pu vraiment quitter facilement. Ça a été le moment où j'ai pu dire ok, je comprends pourquoi j'ai été pris comme ça là-dedans et j'ai pu quitter. Donc c'était vraiment intéressant de voir qu'en fait des fois on vit des situations parce qu'on répare des choses inconsciemment ou parce qu'on est pris dans des espèces de croyances qu'on va jamais retrouver la même chose ailleurs, alors que c'est pas vrai, on retrouve quelque chose ailleurs. Le moment où on ferme une porte, il y en a une autre qui va s'ouvrir. Donc l'histoire des coûts irrécupérables. J'ai déjà tellement investi dans ce groupe. Si je le quitte, qu'est-ce que je vais devenir? Non, c'est pas vrai. Si je le quitte, il y aura plein de choses qui vont émerger derrière. Et c'est cette confiance dans la vie, que le mouvement de vie, il avance et qu'il y a des choses qui vont se retrouver. Voilà. Il y a quelque chose d'intéressant aussi, c'est que il y a le contexte qui joue beaucoup aussi. Je suis dans le contexte, comme tu disais, un gourou ou quelqu'un à l'extérieur, en Orient, ou dans un contexte d'entrepreneur où tout le monde prend des accompagnements chers autour de moi ou qui m'influencent. Il y a l'idée aussi du groupe qui vient se mettre dans le fait que mes besoins effectivement ne sont pas nourris et je vais voir comment par projection je vais les nourrir avec ça. Mais il y a le groupe qui va m'influencer aussi et j'ai avoir du mal à ressortir. Il y a comme s'il y a plusieurs couches aussi dans ces espaces-là. Ouais. Oui, il y a la comparaison, il y a les besoins d'appartenance. Il y a ce truc où, mais alors si tout le monde le fait, pourquoi est-ce que je le ferais pas? Ça, c'est aussi des biais cognitifs, hein. Ou les histoires de, il faut le faire tout de suite parce qu'après t'auras plus l'occasion. Ça, c'est encore des biais cognitifs qui peuvent nous attraper dans quelque chose où on se fait avoir. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai vu des mécanismes où les gens, par exemple, il y a des scandales qui sont sortis et puis le maître spirituel était reconnu comme quelqu'un qui était un violeur, un fraudeur, violent, etc. Mais il y a une grande partie des gens qui continuent à le défendre.
en disant oui, mais c'est un maître, il peut se permettre, c'est pour notre bien, c'est pour nous apprendre telle et telle chose, c'est pour notre évolution qu'il fait ça. Mais pour moi, ça c'est de nouveau, on se trompe soi-même, on veut pas voir la vérité, on veut pas voir, c'est l'histoire des coûts irrécupérables. Ça va me faire tellement mal si je vois la vérité et que je prends la décision que cette personne elle est pas saine, elle est pas bonne pour moi et que je dois quitter, que je le fais pas parce que j'ai pas envie d'affronter ce deuil au fond. J'ai peur de faire ce deuil, donc je préfère ne pas le faire. Mais c'est un peu la politique de l'autruche. C'est dangereux, en fait, pour son équilibre psychologique de faire ça. Oui. Oui, c'est une loi du déni, mais qui a son rôle dans l'homéostasie de la personne. Hein. C'est-à-dire que ça, de nouveau, c'est une réponse défensive qui permet le maintien d'un équilibre, parce que c'est des personnes qui, très vraisemblablement, ne pourraient pas devoir réviser toutes peut-être leurs incohérences, leurs responsabilités face à l'évidence qui est inacceptable en fait. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai observé ça beaucoup. Un exemple concret, c'était il y a quelques années, j'étais sur une île dans le golfe de la Thaïlande où il y avait une fameuse école, hein, je vais pas la nommer, mais une fameuse école de yoga tantra. Qui avait fait un scandale international, c'était même dans les journaux, parce qu'il y avait justement le leader de ce groupe qui était un étranger, un occidental, qui était clairement un prédateur sexuel, qui avait commis beaucoup d'abus. Il y avait plein de charges pénales contre lui, hein. Et j'ai parlé à une des enseignantes, enfin ex-enseignantes de cette école, qui m'a dit, le jour où la vérité a vraiment pu être enterré, hein, que c'est vraiment sorti au grand jour parce que c'était partout dans les médias. La moitié de l'école s'est vidée, l'autre moitié est restée. Hein. Même quand le gourou a dû prendre la fuite et partir se planquer pendant quelques mois avant de pouvoir revenir. Donc, et ça, j'observe beaucoup ça, j'ai beaucoup vu ça dans mon terrain anthropologique, dans les milieux spirituels, en Asie, mais aussi en Europe. C'est qu'il y a vraiment ce phénomène de communauté, hein, qui est très important, qui font que, comme tu dis, ce coût irrécupérable où les gens ont tellement à perdre, mais surtout d'accepter la réalité pour ce qu'elle est, c'est tellement difficile psychiquement, que le déni est la réponse, finalement, la seule qui est accessible, en fait. Oui, hein? Et j'ai envie de rebondir quand tu dis ça, sur le fait qu'on le fait tous à un certain niveau. Tu vois, par exemple, si on regarde et qu'on se penche vraiment sur l'impact du changement climatique et de voir la température qui se réchauffe, etc. Et si on prend réellement la conscience et qu'on ne nie pas l'impact de nos actions par rapport à ce réchauffement climatique, on devrait tous devenir super écolos. Mais on le fait pas parce que on s'accommode avec notre conscience en disant mais il y a plein de gens qui le font par rapport au gouvernement américain qui envoie les Ukrainiens envoient des missiles donc ça pollue tellement plus, etc., etc. On trouve plein d'excuses. Mais en réalité, si on prend vraiment notre responsabilité, on devrait être cohérent puis dire en fait c'est pas ok donc j'arrête. On devrait avoir cette clarté, cette rigueur intérieure. Mais je vois qu'on en est, je suis le premier à pas le faire, hein, donc il n'y a pas de moralisation là derrière, je suis pas cohérent. Donc c'est un mouvement qu'on voit à tous les niveaux et puis à tous les degrés, à toutes les échelles en fait. Hein, c'est finalement ce manque de cohérence par rapport à des valeurs ou à des idéaux, parce qu'on joue avec notre éthique au fond, ou avec nos. Ouais. Je sais pas si vous me suivez, mais ouais. Si, tout à fait. Et on arrive à la fin de ce deuxième épisode. Qu'est-ce que tu voudrais partager, Aude, et vers où on va dans ce troisième épisode de la série? Alors peut-être, je résume juste certains points que Yann nous a déjà mentionnés par rapport à peut-être pour résumer, qu'est-ce qui doit nous alerter? Je pense que c'est très important pour terminer cet épisode avant d'enchaîner. Donc, le gaslighting ou la dissonance cognitive, c'est plutôt mes mots, mais Yann parlait de comment on nous fait douter de nous de manière répétée. Hein. Ça, ce serait, avec l'exemple que tu as donné, les relations narcissiques, mais pas que. Hein, on a perdu sa boussole. Hein. On ne sait plus, au final, on ne voit plus clair. Hein. La confusion.
Ensuite, tu as mentionné les leviers typiques de séduction, intimidation, victimisation, culpabilisation. Hein. Ces leviers assez communs dans les pratiques de manipulation. Les ressentis corporels, quand on ressent une alerte dans le corps et qu'on ne l'écoute pas, qu'on ne la valide pas, hein, quand on sent, je sais pas, une compression dans la poitrine, quand on sent, vous savez, quand il y a tout à coup ce feu dans le ventre, on sent qu'il y a, comme quand il y a une énorme injustice ou quand il y a quelque chose qu'on ne peut pas tolérer, et c'est comme un brasier dans le ventre qui prend toute la place. Voilà, mais ça peut être aussi beaucoup moindre, hein, mais voilà, ces messages corporels qui sont fondamentaux, je pense, quand on est dans ce type de situation, à écouter absolument. Les incongruences ou l'écart, hein, entre explicite et implicite, entre ces messages dits, non dits, hein, et tout ce qui fait que on ne voit pas la cohérence entre les mots, les pensées, les mots, les actions. Hein. Ça, je pense que c'est fondamental d'observer. Et puis, comme tu disais, quand on se sent engagé dans cette symétrie, cette réciprocité, comme tu disais, dans le mode défensif. L'autre est en train d'utiliser des leviers sur nous, donc on rentre en réponse à ça, et parfois même on se reconnaît pas. Je sais pas si ça vous est arrivé, j'imagine que oui, où on répond dans une situation du tac au tac et on ne sait pas qui on est, on ne sait pas qui est cette personne qui est en train de répondre, parce que c'est comme si c'est pas nous. Voilà, donc j'imagine que c'est ce type de symétrie, de complicité dans la manipulation et dans le jeu de pouvoir dont tu parlais tout à l'heure. Ouais, réciprocité et complicité, en fait. Ouais. Et du coup, eh bien, oui, je pense qu'on peut peut-être s'arrêter là pour cet épisode-ci, avant d'enchaîner sur le prochain, qui sera dédié à, en fait, pourquoi est-ce qu'il est parfois si difficile de sortir de ces systèmes de manipulation ou d'emprise, comme on les a définis, malgré le fait qu'on les comprend intellectuellement. Voilà. Mm-hmm. Hâte d'échanger sur ce 3e épisode et sur ce sujet qu'on poursuit avec vous la semaine prochaine. Merci en tout cas.